Vous connaissez sûrement ce cri. C'est celui tout simplement de Godzilla, le monstre géant le plus connu du monde. Et c'est bien lui le sujet de notre épisode du jour. Lui et ses cousins les kaiju. Ces films que sont les kaiju Eiga sont perçus aujourd'hui comme de bons gros nanars par la plupart des spectateurs et des personnes les plus éloignées de ces films. Mais ce qui nous intéresse n'est pas comment on les perçoit, mais bien de savoir d'où et comment viennent et vivent ces créatures afin de les intégrer à notre bestiaire. Les kaiju ont subi plusieurs grosses ères de création, principalement par rapport à leur notoriété et leur succès. Et celle qui nous intéressera le plus, c'est celle qu'on appelle l'ère Showa, l'ère de la création titanesque. Dans l'esprit collectif, Godzilla est le premier kaiju à jamais avoir été créé. Mais il existe une autre créature pour laquelle bon nombre de personnes se battent pour la faire accepter comme le premier kaiju. Cette créature, vous la connaissez, il s'agit d'un singe géant qu'on ne nomme plus King Kong. Mais laissons le roi en Amérique et on reviendra peut-être vers lui plus tard dans un autre épisode, sait-on jamais. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bel et bien le lézard radioactif. Godzilla, le roi des monstres. Comme toute légende, Godzilla, au fur et à mesure de son histoire et de sa légende, a vu ses origines modifiées, s'éloignant de plus en plus de sa genèse pour s'adapter au mieux à l'époque dans laquelle il apparaissait, tantôt descendant d'une population d'iguanes s'étant métamorphosée à cause des radiations, d'autres fois le résultat final de l'évolution de certaines plantes, ou encore même un dinosaure nommé le Godzillasaurus. Et ce qu'on va chercher à trouver aujourd'hui, c'est ses origines quand il est sorti, en 1954. Hiroshima et Nagasaki, faisant partie des plus grandes catastrophes de guerre imposées par l'humain à sa propre espèce et sa terre-mère, le souffle de ces bombes ont eu un impact allant bien au-delà des victimes directes. Et si on va au-delà de la métaphore, cette période est la preuve ultime que l'être humain est ce qu'il y a de pire pour cette planète, se lançant dans une longue série d'actions plus accablantes les unes que les autres. Et continuant encore aujourd'hui, tout ça montrant finalement le dédain et l'ignominie des forces au pouvoir. Et que ça soit aujourd'hui ou en 1954, personne n'a oublié. Personne, y compris la nature. Comme vous le savez, la nature est une très vieille dame qui a beaucoup d'histoires à raconter. Et parmi celles-ci se trouve l'ère du Mésozoïque, qu'on appelle aussi parfois l'ère des reptiles. Et bien sûr, cette ère, comme toutes les autres, a subi une extinction de masse, réduisant au maximum les populations vivant à la surface de la Terre. Les seules espèces rescapées, tout du moins durablement, furent les oiseaux, les insectes, quelques plantes, et également les créatures des fonds marins. Parmi elles, notre cher ami, qui était jusqu'aux événements décrits plus tôt, dans une sorte d'hibernation profonde dans laquelle il serait très certainement resté si ces actes n'avaient pas eu lieu. Mais ce que le film de 2014 apporte à la légende de Godzilla, c'est qu'il n'était pas en hibernation à cause du manque d'espèces terrestres à dévorer, mais bien à cause du manque de radiation desquelles se nourrir. Et du coup, pour pouvoir continuer à vivre, ou tout du moins survivre, il s'est donc enfoncé dans les tréfonds de la Terre pour se rapprocher de ces radiations, celles qui sont proches de son cœur, du noyau terrestre. S'en rapprocher assez pour pouvoir les capter, les manger tranquillou et survivre en hibernation. Que se passe-t-il donc à la suite des bombardements? Eh bien en fait, c'est simplement l'odeur d'un buffet à volonté là. Là, les humains, ils ont dit, tiens Godzilla, fou, la petite odeur, tu sais, comme dans les cartoons avec le ventilo et l'odeur, là c'est exactement pareil. Le petit Godzilla du coup, il a senti ça, il s'est dit, on va remonter. Et du coup, sa rencontre avec l'espèce humaine actuelle ne s'est pas très bien passée. Mais comme d'habitude, je vais éviter de vous raconter toute l'histoire et je vous laisse le lien du film dans la description. Il est regardable en entier, il faudra juste faire attention, il est en sous-titres en anglais. Voilà, je vous le dis quand même au cas où. Et c'est là que tout commence à vriller. Car comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs ères de création pour les kaiju. Des ères de création qui correspondent à peu près au gouvernement japonais mis en place aux époques concernées. Il y a l'ère Showa entre 1954 et 1975, marquant 20 années où le premier réalisateur des films, Ishiro Honda, a travaillé sur son univers. L'ère Heisei entre 1984 et 1995. L'ère Millennium de 1999 à 2004. Et enfin, deux ères qui existent en même temps. L'ère Reiwa, celle où de nouvelles productions autour de Godzilla gérées par la Toho Company ont lieu. Donc par exemple en 2016 on a eu Shin Godzilla. Ou encore la trilogie de films sur Netflix. Et la secondaire, c'est l'ère du Monsterverse, celle qu'on connaît très bien,
qui sort au cinéma depuis 2014, comptant même parmi elles Kong Skull Island, Godzilla, le premier reboot du coup en 2014, Godzilla, le roi des monstres, et enfin qui est sorti cette année, Godzilla contre Kong. Et tout ce qui s'en suivra après du coup. Mais ces dates que je viens de vous citer concernant les ères différentes de création, ça concerne uniquement la Toho Company, ainsi que l'univers de Godzilla du coup. Car il existe d'autres studios, forcément, d'autres studios qui ont eu envie de goûter un petit peu ce gâteau bien sucré. Et comme je vous l'ai dit, l'ère qui nous intéressera le plus aujourd'hui, c'est l'ère Showa, l'ère de la création. Mais également parce que l'image du kaiju a bien été endommagée par les ères d'après. En effet, la mode des kaiju est arrivée très rapidement et brutalement dans le monde à partir de 1954. S'ensuivit un nombre énorme de suites, mais également d'autres films jouant sur cette vague. Et comme toutes les modes, au bout d'un moment, on se lasse. Et on finit même par s'en moquer. Durant toutes ces années à créer des monstres et essayer de faire évoluer au mieux les techniques de prise de vue et de combat les concernant, Ishiro Honda et tous ses collaborateurs ont vécu une ère où finalement ils ont pris la mode en pleine gueule, donc c'était une période de franc succès, de grand succès pour la Toho Company et pour eux-mêmes. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que la mode est très vite passée et en même temps qu'avoir vécu avec leur création la grande hype, eh bien ils ont également vécu la grande chute et ils ont vu leur budget être cassé, ils ont vu leurs idées être cassées également parce que la Toho Company a voulu, peut-être pas saboter, mais a simplement voulu édulcorer les sujets des films, les rendre moins politiques, moins impactants et les orienter plus vers les enfants. En 1998, lors d'une interview, Ishiro Honda dit lui-même que les meilleurs films Godzilla et de tout l'univers qui ont été faits par rapport au kaiju sont ceux faits entre 1950 et 1960 et qu'au-delà ça en devient risible. Mais au-delà de Godzilla, il y a deux autres kaiju sur lesquels on va se pencher et c'est Mothra et Ghidorah, deux autres kaiju titanesques en termes de créativité, en termes d'idées et en termes de notoriété auprès des spectateurs. Mais également on parlera d'un troisième issu d'une autre compagnie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'appelle Gamera. Mais ça c'est pour la fin de la vidéo. Mothra, la reine. Mothra est, au-delà de gigantesque, une femelle lépidoptère, qu'on appelle plus communément un papillon. Ah oui, on va pas toujours non plus se casser les pieds sur les noms. Hein. L'histoire de cette magnifique créature est issue d'une nouvelle publiée dans un journal japonais en 1961, The Luminous Fairies and Mothra. Même année à laquelle est sorti le film Au nom du lépidoptère, tant l'amour pour la créature par le public était grand. Cette nouvelle raconte donc l'histoire d'une équipe d'exploration qui a trouvé une île au large du Pacifique qui n'avait encore jamais été explorée. Cette expédition les mènera à découvrir de belles merveilles et à s'extasier sur des éléments de science moderne présents sur cette île, jusqu'à même se rendre compte de l'existence de fées qui y vivaient. Vous le savez, les humains étant ce qu'ils sont, ces personnes-là se sont emparées de tout ce qu'elles pouvaient, sans se demander si elles le devaient, si elles le pouvaient, ils ont juste pris tout ce qu'ils pouvaient, y compris les fées. Mais les natifs de l'île, une tribu soudée et attachée à ses membres, n'entendaient pas les laisser se barrer comme ça en même temps. C'est ainsi qu'ils commencèrent à apporter leurs prières à leur grande déesse, Mothra. D'apparence, ce n'était qu'une énorme pierre, mais il s'agissait en réalité d'une chrysalide, abritant, vous vous en doutez, un gigantesque papillon monarque. Le mélange des prières d'espoir et de celles de désespoir des fées ont fait que, écoutez, la chrysalide a éclos et Mothra a déployé ses ailes pour se rendre tout de suite au Japon. Une fois ces nouvelles ailes déployées, elle vola jusqu'à la source des plaintes des fées pour aller simplement les sauver en détruisant tous les bâtiments sur son passage afin de porter secours à ses enfants. Une fois récupérée, Mothra retourna sur son île pour poser les fées et retrouver une vie paisible finalement. Et le film reprend les grandes lignes de cette histoire, à un détail près, car il va encore plus loin dans la métaphore et la réalité de l'humain destructeur, en allant jusqu'à tuer Mothra sous les coups de feu de l'armée. Et ce qui est marrant, c'est que Mothra, c'est un des seuls kaiju bienveillants. Quoique certains diront que dans ce film, elle a la place de l'antagoniste parce que, effectivement, elle a détruit les bâtiments, elle a tué l'équipe d'exploration, machin, mais en même temps, c'était pour sauver les fées, donc
Pour moi, elle est juste bienveillante, et basta. Mais en somme, Mothra est la représentation de la déesse mère, de la nature qu'on assoit par notre capacité à s'emparer de tout ce qu'on veut, sans se soucier de si on le devrait. Et je sais que je l'ai déjà dit, mais en vrai j'aime bien la tournure de la phrase là. Il existe même une version machiavélique de Mothra nommée Batra dans le film de 1992, Mothra contre Godzilla. Batra qui a été créée par la Terre elle-même pour mettre fin au règne d'une ancienne civilisation humaine ayant trouvé le moyen de contrôler le climat à sa guise et de le dérégler. Ça vous dit pas un truc ça? Batra, créé par la colère noire de la Terre, les détruisit, mais il était devenu hors de contrôle. Et c'est ainsi que Mothra, qui existait déjà, prit son rôle de protectrice et fit dormir ce gardien noir qu'était Batra. C'est d'ailleurs l'un des seuls films de la période Heisei qui respecte le matériel de base de la période Showa. Quand je dis ça, je veux dire qu'il ne change pas les éléments de l'histoire originale et qui est une suite presque directe. On passe à la suite, à Ghidorah. Ghidorah, le faux roi. Ghidorah, ou Ghidra selon la région du monde où vous vous trouvez, est le plus grand ennemi de Godzilla et de tous les kaiju en général. Cette créature est 3 fois plus grande et 3 fois plus puissante que celle qu'on estime comme le roi des monstres sur Terre. Et c'est un énorme condensé de mystère. En effet, dans le premier film qui fait face à son apparition, Ghidorah est arrivé dans une météorite juste après avoir détruit Vénus, ainsi que sa civilisation pour faire de la nôtre son nouveau casse-croûte. Bien sûr, c'était sans compter le réveil soudain de Godzilla et Rodan, qui ont d'ailleurs commencé à se patate entre eux, mais bien évidemment et bien heureusement, Mothra est arrivé pour leur dire les gars, faut se focus sur la chose importante là quand même. Et c'est une des seules choses que nous savons précisément de Ghidorah, son origine extraterrestre. Bien sûr, au fil des airs, et comme je vous l'ai dit, il ne déroge pas à la règle et ses origines ont été modifiées. Il a par exemple été issu de la fusion de 3 petits dragons nommés les Dorats, dans le film Godzilla vs King Ghidorah en 1991. Mais pour en revenir à ce que l'ère Showa nous a offert, il faut noter que Ghidorah a ouvert les portes de l'univers à l'espèce humaine, les amenant à visiter les confins de l'espace et à découvrir de nouvelles civilisations comme les Kilax ou encore les habitants de la planète X. Et c'est aussi à cet instant et dans ces films que la psychologie de Ghidorah, déjà très peu présente, a été totalement effacée. On ne savait rien de lui mis à part son image de destructeur des mondes. Et les films suivants n'ont pas arrangé les choses, car ces civilisations extraterrestres n'ont eu de cesse de l'utiliser comme arme de destruction massive pour asseoir leur supériorité sur la planète Terre et ses humains. Et c'est à la fois une métaphore très intéressante du terrorisme, du militarisme et de la guerre en général, que cette image de la créature venue uniquement détruire car on la contrôle depuis une autre planète. Des lieux inaccessibles aux retombées de ces conflits. Et même si bien sûr toutes les personnes ayant utilisé le faux roi se sont faites défoncer, ça n'empêche pas d'en sortir une image assez profonde. Mais en même temps, ça me fait personnellement mal de voir que ce personnage, ce kaiju, qui pouvait être super intéressant, de qui on aurait pu développer la psychologie, a été juste utilisé comme ça, et on n'en sait rien de plus sur lui, sur ses intentions personnelles. Tout ce qu'on sait, c'est que le mec, on l'utilise comme une calache, et c'est tout. Au final, cette idée de roi se retrouve dans le fait que Ghidorah est incontestablement le kaiju le plus puissant de l'ère Showa. Si bien que le roi actuel de la Terre doit faire équipe avec d'autres kaiju pour pouvoir le vaincre. Et encore, même pas totalement, car la nature a finalement besoin de toutes ses forces pour faire face à la volonté de destruction des espèces humanoïdes et de leur impact sur la planète. Et le fait qu'il soit faux se retrouve fatalement dans cette réalité de sa perte personnelle de psychologie face aux personnes qui l'utilisent comme une arme. Une puissance, quelle qu'elle soit, et peu importe sa grandeur, ne peut être retenue comme reine que si elle est consciente de ses actes. Et vu que Ghidorah n'a pas de conscience, eh bien ça ne reste qu'un faux roi. Et on passe enfin à ce que je vous tease depuis le début de la vidéo, Gamera. Gamera, le brave. Si Godzilla, Mothra et Ghidorah sont la trinité surpuissante avec laquelle la Toho Company a pu se faire connaître aux yeux du monde, en le détruisant maintes et maintes fois bien sûr, d'autres studios ont mis d'autres créatures au monde bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, le gâteau était très sucré. Et parmi elles, en dehors du studio très connu que j'ai déjà cité, il y a Gamera. Et Gamera c'est qui? Eh bien c'est une tortue géante, avec d'énormes dents prépondérantes et la capacité de faire ça. Il faut avoir de l'originalité. Voilà. Concernant ses origines de l'ère Showa, Gamera était une tortue géante qui hibernait au sein d'un iceberg jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par des humains et leurs essais nucléaires. Vraiment les gars, faut arrêter. Au bout d'un moment, arrêtez. Un peu comme Godzilla, il rechercha à rejoindre les côtes les plus proches de l'endroit où il s'est réveillé et il s'avère effectivement que c'était les côtes japonaises. Mais là où l'histoire diffère un petit peu, parce qu'en même temps c'est pas un copier-coller de Godzilla, c'est que les humains, plutôt qu'essayer de l'abattre, ils l'ont mis dans une fusée pour l'envoyer vers l'espace et en fait se débarrasser de lui comme la plupart des déchets.
Et avec ça aussi, vous avez un réel problème, les gars. Faut vraiment remettez-vous en question. Mais suite à ça, dans le deuxième film, la planète est acculée par un nouveau monstre, Barugon. Et alors que la situation devient de plus en plus critique, la fusée dans laquelle est Gamera se fait impacter par un astéroïde qui passe par là, ça dévie sa trajectoire et il vient s'écraser à côté du Japon, assez tôt pour pouvoir en sortir et détruire Barugon, et ainsi devenir le héros du Japon, du monde et surtout des enfants. Et le passage de l'ère Showa à l'ère Heisei n'a pas changé pour Gamera. Ça a été la même chose que pour la Toho Company, il y a eu de gros problèmes financiers. Mais il faut savoir quand même que de la période Showa à la période Heisei, Gamera a eu quand même pas moins de 7 films. 8 si on compte le fiasco qu'était Gamera Super Monster, qui a été fait à base uniquement d'images des 7 anciens films. Vraiment, voilà, le film c'était juste ça. Mais ça illustre bien la période catastrophique en termes de budget que traversait le studio Daiei d'où est issu Gamera. Une période catastrophique qui mènera à une hibernation de Gamera, qui durera pas moins de 30 ans. Et c'est à la fois pour fêter les 30 ans de la créature et lui donner un ultime coup de boost que la compagnie a décidé d'engager un réalisateur pas très connu pour créer un nouveau film centré autour de Gamera. Shusuke Kaneko livra une version de Gamera plus sombre, qui restait quand même adaptée aux enfants, mais avec des discours et des combats plus adaptés aux adultes qui avaient déjà grandi avec Gamera 30 ans auparavant. Les origines de Gamera ici sont plus profondes, à tel point qu'il faut revenir plusieurs milliers d'années en arrière, à une époque où la planète était occupée par les Atlantes. Ce sont des tablettes anciennes, retrouvées près d'une île mouvante mystérieuse qui apportent des précisions. Elles expliquent que le peuple atlante, grâce à ses capacités technologiques, a créé une espèce se nourrissant de la pollution afin de pouvoir lutter contre les Giaos, des sortes de chauves-souris ou de ptéranodons géants. Mais devenant avides de sang plutôt que de pollution, les Atlantes créèrent une autre espèce, vouée à devenir leur prédateur, ou plutôt leur simple chasseur naturel et défendeur du peuple qui l'avait créé, les Gamera. Seulement en découvrant ces tablettes, l'humanité actuelle a également libéré 3 Giaos. Et par la suite, eh bien vous le saurez avec le lien que j'ai laissé en bio, je vous ai également trouvé le film, c'est cadeau, c'est pour vous. Et si je prends le temps de vous expliquer ceci, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ce film fait partie de la période Heisei. La période Heisei qui a permis à Gamera d'être un des kaiju les plus connus du Japon. Le sauveur de l'humanité était plus ou moins tombé aux oubliettes comme je vous l'ai dit, mais cette relecture et cette nouvelle aventure proposée par Monsieur Kaneko a offert au kaiju un succès incroyable, devenant presque instantanément le kaiju préféré des Japonais. S'en suivirent donc 2 suites avec chacune plus de budget l'une que la précédente, pour pouvoir servir à Gamera et à ses fans une trilogie enfin à la hauteur de leurs espérances et de tout l'amour qu'ils portaient à cette créature. Et cette trilogie, malgré que très peu, voire pas du tout exportée en dehors de l'archipel dans nos pays par exemple, reste encore aujourd'hui une des plus respectées et des plus aimées de l'histoire des kaiju du Japon. Au final, ce qu'on retiendra des kaiju que j'ai cités, c'est qu'ils servent un discours assez politique et assez profond dans leur création. On ne propose pas que des monstres qui détruisent tout, mais également une lecture de la réalité de chaque époque qui entoure leur apparition. Et c'est ce que je trouve incroyable. Parce que moi, je suis pas vraiment fan de vieux films, on va dire. C'est vrai que j'adore le cinéma, j'adore découvrir de nouvelles choses, mais c'est vrai que les vieux films, j'ai toujours un petit peu du mal. Donc voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais par contre, ces films-là, j'ai pris vraiment un réel plaisir à les découvrir. Et je sais pas pourquoi, et j'ai adoré les découvrir. C'est pour ça aussi que je vous les laisse dans la description. Parce qu'on a des ambiances et des scènes très dures et très humaines qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les films d'aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous laisse un max de liens dans la description et presque un film pour chaque kaiju que j'ai cité. Donc là, vous avez du temps. Et bien sûr, et évidemment, la meilleure manière de soutenir la chaîne, c'est le like, le commentaire et l'abonnement. Allez, maintenant que j'ai tout dit, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!